Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous savoir donc au rendez-vous de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes de cette journée dominicale. Merci pour votre fidélité renouvelée donc à nos programmes, des sujets relevant de l'actualité qui seront analysés par nos confrères en studio. Nous allons aborder cette sortie donc du président Patrice Talon, le président béninois qui s'est confié donc à nos confrères de Jeune Afrique en février dernier. Il est revenu un peu sur le procès ayant condamné Osvaldo Meki et Olivier Bocor. Et donc, vous saurez les analyses suite justement à ce que le chef de l'État a dit par rapport à cette condamnation, à ce procès. Et nous parlerons d'un autre procès. Il s'agit de l'affaire d'Anivor, la reprise du procès donc dans l'affaire d'Anivor. Cette reprise qui a eu lieu donc déjà le 11 mars et qui se poursuit. La prochaine audience est prévue pour le 19 mars prochain. Qu'est-ce que nos confrères pensent donc du déroulé de ce procès? Vous en saurez davantage. Et puis deux sujets encore. La loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. On analysera donc le contenu de cette loi, notamment les 16 royaumes qui ont été retenus et les 90 chefferies traditionnelles au Bénin. En ce qui concerne la relecture du code électoral, l'opposition n'en démord pas, puisqu'il y a eu un atelier de réflexion organisé par le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition élargie aux acteurs de la société civile et bien évidemment les syndicats. Nous en parlerons au cours de cette émission. Je vous présente mes invités. Stéphane Akinou Khossou, il est le rédacteur en chef du quotidien L'autre Vision. Stéphane, bonjour. Bonjour, cher confrère Romuald, bonjour, cher confrère Amel, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, vous avez dû l'entendre, donc Abel Dako partage ce plateau avec nous. Abel Dako, bonjour. Bonjour Romuald, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour chef. Voilà, vous êtes correspondant de FM Liberté. Mesdames et messieurs, voilà, vous avez suivi, hein, chers confrères, la sortie du président Patrice Talon. Patrice Talon qui a fait des confidences à nos confrères de Jeune Afrique. Il s'est prononcé, entre autres, sur le procès ayant condamné l'ancien ministre des Sports et l'opérateur économique, l'homme d'affaires Olivier Bocor. Patrice Talon qui dit qu'il a entretenu un monstre qui est devenu peut-être un peu plus puissant. Stéphane Akinou Khossou, quel est votre regard sommaire quand vous avez parcouru quand même cette interview du chef de l'État? Oui, lorsque j'ai lu cette interview accordée par le chef de l'État à nos confrères, la première impression que j'ai eue, oui, c'est déjà que le chef de l'État s'est ouvert et il s'est exprimé. En tout cas, j'ai lu une sorte de sincérité teintée de déception. De déception par rapport à l'affaire qu'il oppose à son ami. Sincérité par rapport à la question des élections. Et puis, j'ai eu l'impression de quelqu'un qui a envie de se rendre un peu plus clair aux Béninois, pour que les Béninois puissent le comprendre dans sa démarche, dans ses choix. Et donc, j'estime qu'il était quand même temps cette sortie médiatique qui vient certainement ajuster les choses. Maintenant, je ne sais pas si on va y en venir, mais pour aborder le premier aspect, parce que moi, je crois que dans son intervention, il y a quand même trois aspects qui me paraissent importants. Le premier aspect, c'est l'affaire Olivier Bocor. Le deuxième aspect, c'est les élections. Et puis, le troisième aspect, c'est sa succession. C'est sa succession. Et donc, sur la question de son ami Olivier Bocor, vous savez, le pouvoir d'État a ses revers. Et on ne sait toujours pas ce qui peut advenir lorsque les gens vous accompagnent à atteindre ce niveau. Et par le passé, quand on revoit l'histoire politique, n'est-ce pas, donc au niveau de la sous-région, ce n'est pas pour la première fois que des amis proches des chefs d'État ont nourri cette ambition, je ne sais pas, où on loyait le pouvoir. Ce n'est pas pour la première fois, c'est arrivé. Et par ailleurs, le coût envisagé a été atteint. Heureusement pour nous ici qu'on n'en est pas arrivé là. Maintenant,
c'est le chef de l'État seul, puisque c'est lui qui a vécu. C'est son ami. Donc, c'est lui seul. C'est lui. Oui, c'est un frère. Et donc, c'est lui seul qui peut apprécier la profondeur de ce qui s'est passé. Nous sommes des observateurs. Donc, on ne peut faire qu'une lecture, j'allais dire plus ou moins subjective, et une lecture de quelqu'un qui regarde les choses à distance. Et tout à fait. Et puis, il y a quand même cette confiance totale que Patrice Talon avait pour son ami, pour son frère, pour celui que lui-même appelait quand même frère, Abel Dako, parce que il lui présentait également des personnes à être nommées, des personnes, parce qu'il dit donc qu'il lui présentait des CV pour que ces personnes soient nommées. Il était les yeux et les oreilles de Patrice Talon. Non, mais je pense qu'au-delà de ces propositions de nomination, il y avait mieux, sinon qu'il y avait meilleur. Les propositions de nomination, c'est comme on le ferait, parce que Romy Angoui est un très bon présentateur télé. Bon, écoute, c'est ce jeune homme que tu as toujours suivi, tu l'as admiré, je te propose son CV. Donc là encore, je ne pense pas que ce soit ce qu'on pourrait faire la chose la plus extraordinaire. Mais écoutez, lorsque le président de la République dit qu'il est le seul à être dans les rouailles du service de renseignement et de sa garde personnelle, vous voyez qu'il y avait matière à ce que lorsque vous retrouvez du jour au lendemain face à une situation pareille, que vous tombiez des nuits. Donc c'est cela qui a froissé le chef de l'État dans son estime, dans sa personne. Au-delà donc de ces nominations-là, et quand vous suivez, vous lisez bien l'interview, vous voyez Patrice Talon, un homme qui est très déçu d'un ami, qu'il vous souvienne quand il lui disait au lendemain de son investiture, ne me demandez pas de rompre mes relations avec Olivier Bokop parce qu'il m'a vu nu. Vous vous rappelez sans nul doute de cette expression-là. Et donc aujourd'hui, ces propos-là ont tout leur sens lorsque vous entendez de ces services-là que l'ami d'hier, le très proche d'hier avait rendu enfin ces relations qui existaient entre Olivier Bokor et Patrice Talon. Et ça peut faire très mal et ça peut embêter. Et Patrice Talon aurait voulu quand même quelques excuses de son ami frère qui ne sont toujours pas venus. Oui, il aurait voulu, au-delà des excuses, un mea culpa. Un mea culpa. Un mea culpa pour dire, c'est des erreurs humaines. Je suis Olivier Bokor, je suis un humain et donc je suis capable de faire des erreurs. Parce que ce n'est pas venu. C'est une interprétation, c'est une analyse que je fais. Il dit donc que tu ne regrettes peut-être pas. Et donc, en face, on pourrait dire que c'est fait exprès, c'est fait sciemment pour déstabiliser le pouvoir. Très bien. Oui. Ahmed parlait de la déception. Oui, déception. Mais au-delà de la déception, il y a aussi, j'ai lu aussi l'effet surprise. Parce que quelque part, on a lu Patrice Talon qui dit que même s'il avait, Olivier Bokor nourrissait des ambitions, loyer le pouvoir, il a même dit, si Olivier loyait le pouvoir, il lui aurait été plus facile d'aller le voir pour lui dire, vraiment, j'ai cette ambition. J'ai cette ambition. Et il est allé jusqu'à me dire que lui, Patrice Talon, il n'est pas venu au pouvoir pour s'éterniser. Et ils ont été tous d'accord sur le fait. Ils ont été d'accord aussi sur le fait que si Patrice Talon partait, il va s'assurer que sa succession vienne de son camp ou de sa famille politique. Mais qui était plus proche de Patrice Talon pour avoir sa confiance. Patrice Talon a toujours affirmé que lui ne ferait pas la promotion des personnes. Oui, mais absolument. Mais s'il l'exprime comme ça, peut-être que si la discussion avait été menée entre eux, si Olivier Bokor... Il peut se raviser. Il peut se raviser. Et donc, ne pas emprunter ce couloir et emprunter le couloir que nous savons, vous voyez, ça a créé chez l'homme une sorte de surprise. Une sorte de surprise, mais au-delà de ça, vous voyez, quand il dit qu'il a créé un monstre, voyez-vous, c'est pas seulement les nominations, même du point de vue de la gestion de ses affaires. Très bien. De ses affaires, pas parce qu'il dit qu'il s'est libéré
en fait, il a libéré un certain nombre de tâches pour s'occuper des affaires de l'État. Donc, forcément, il y avait, sur le plan économique, Olivier Bokor avait également sa confiance. Donc, forcément, la déception, mais la surprise aussi aura été totale de savoir que quelqu'un en qui il a eu toute cette confiance puisse avoir, voyez, quand on lui a annoncé ça, il dit, c'était des sonnettes, il s'est levé, il est allé rafraîchir le visage pour revenir. Donc, c'était un peu comme s'il était abasourdi, il ne s'en revenait pas, il tombait des nues. Donc, voyez-vous, la déception était totale, la surprise était totale, et donc, voyez-vous, c'est humain. Au-delà de ça, il faut reconnaître également que en amitié, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas également exclu que, au-delà de ce que la justice a dit, vu le degré d'amitié qu'il y a entre eux, les discussions puissent continuer. Parce que, comme Descartes le disait si bien, les plus grandes âmes sont plus capables des plus grandes vertus comme les plus grands vices. Donc je trouve que c'est vrai, il y a la déception, mais vu le degré d'amitié qu'il y a entre eux, tout peut encore se refaire. Tout à fait. Et justement, Patrice Talon n'a pas parlé que de ses relations antérieures avec Olivier Bokor, mais il a parlé justement du troisième mandat. Et il a réitéré donc son entière disponibilité ou son entière volonté à ne pas briguer un troisième mandat parce qu'il a renforcé un peu ce mécanisme-là dans la Constitution. Et cela, désormais, le débat est clos, Abel Dako. Totalement clos. Et c'est ce que j'apprécie bien en l'homme d'État, Patrice Talon. Et il prend tout son temps, pour dire ce qui doit être dit. Et quand il le fait, c'est que désormais dans son entourage, plus personne ne parlera de troisième mandat. Les recours en inconstitutionnalité, les sorties à n'importe point qui pensent que bon, il faut apporter une telle interprétation de la loi constitutionnelle. Il faut nous sommes dans une nouvelle république, que le chef de l'État, s'il vous plaît, que les téléspectateurs m'en excusent, et même ce que le phare aurait dit. Désormais, chacun est situé par rapport à ce qui va être à partir de 2026 à la tête de notre pays. Et c'est cela qui, au-delà donc de tous les aspects qui ont été abordés par le chef de l'État à travers cette interview, qui a retenu mon attention pour fixer les uns et les autres à travers leurs aspirations, à travers leur velléité, à travers leur volonté de voir le chef de l'État continuer à briguer un troisième mandat à la tête de notre pays. Et il a été suffisamment clair. Il pense que d'autres personnes pourraient continuer la tâche et c'est l'effet là, ce vers quoi tout le monde a le regard tourné désormais, c'est qui est-ce qui va être donc le successeur de Patrice Talon pour que... Et il y a répondu quand même, il estime que le moment n'est pas encore là. Le moment n'est pas encore là pour... Le plus tard possible. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision du chef de l'État de le dire? Je pense que c'est une bonne décision parce que c'est un monsieur qui ne fait rien dans la précipitation. Je l'ai dit à la table de mes propos, il prend son temps. Il va faire le casting nécessaire pour pouvoir proposer aux Béninois quelqu'un qui pourrait être accepté par tous les Béninois. Quelqu'un qui pourrait continuer l'œuvre qui a été entamée à la tête de notre pays, c'est-à-dire pour propulser le Bénin devant la scène internationale sur tous les plans pour que les Béninois puissent se sentir mieux chez eux. Les Béninois, sans forcément voyager, puissent se dire oui, je vis dans un pays qui est vendable, dans un pays qui est proposable à toute destination possible. Donc, quand il dit plus tard, c'est plus tard. Et il faut vraiment pas l'enculer, pardon pour l'expression. Il le fera en son temps et en son heure. Voilà. Plus tard. Ça gêne l'animation de la vie politique surtout ceux qui se réclament de son camp. D'abord, avant de répondre à cette question, par rapport au troisième mandat, je pense que c'est un débat définitivement fort clos et les agitateurs d'opinion qui ont certainement des intérêts inavoués en acculant le chef de l'État, en le harcelant. Pratiquement, je pense que l'homme a montré qu'il est psychologiquement assez fort pour résister à ces harcèlements politiques et désormais tout le monde est fixé. Maintenant, par rapport à sa succession, c'est normal que le chef de l'État
vu tout le travail qu'il a accompli en 10 ans, nourrissent, n'est-ce pas, donc l'ambition de léguer son héritage à quelqu'un en qui il a confiance. Mais moi, la grosse interrogation, c'est de savoir aujourd'hui si c'est pertinent ou si c'est le chef de l'État, intuito personnel, qui doit se charger de cette tâche. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est là, il est le chef de la majorité, mais dans l'esprit de la réforme du système partisan, ce sont les partis politiques qui doivent se charger d'assurer la succession du chef de l'État à travers la désignation des candidats. Je suis d'accord que le chef de l'État peut... Il ne sera pas inactif. Voilà, c'est clair, il ne sera pas inactif. Le chef de l'État peut chuchoter. Parce que ça dit que je voudrais qu'on respecte l'esprit de la réforme. Parce que si on le dit comme ça, c'est comme si on était en train de désengager les formations politiques de leur rôle. Mais le code est clair. Ce sont, la réforme est claire du moins. Ce sont les partis qui portent les candidats. Mais lui-même, il a voilà. Donc, le chef de l'État peut chuchoter à ses soutiens, à ses formations politiques qui l'ont accompagné jusque-là, qu'il voudrait que ce soit telle ou telle personne. Mais l'autre problème que cela soulève, il se peut que, en désignant un successeur, ce successeur n'ait pas l'adhésion de ces formations politiques. Donc, il y a risque de conflit d'intérêts. Il y a un risque de conflit d'intérêts. Comment est-ce que ça va se jouer entre les formations politiques et le chef qui souhaiterait que quelqu'un assure sa succession? Ça, on attend pour voir ce qui va se passer. Est-ce que le timing choisi par le chef de l'État, parce que quand il dit le plus tard possible... Non, je trouve qu'il a évoqué la raison pour laquelle il a dit le plus tard. Il a dit que c'est pour ne pas arrêter la dynamique. Voilà, la dynamique en cours. Mais le plus tard possible, il ne faudrait pas que ce soit vraiment le plus tard possible. Parce que, vous savez, les candidats qui seront choisis ou désignés doivent avoir le temps nécessaire pour, je vais dire, je sais pas, entre griffes, s'acclimater avec la population. Le temps nécessaire pour faire leur immersion. Donc, je trouve que si c'est ça peut biaiser l'animation également de la vie politique. Très bien. Voilà. On a d'autres sujets. On a d'autres sujets, mais on va finir par, justement, il n'est pas exclu que Patrice Talon et Boniaï aient le même candidat pour 2026. Il a évoqué. C'est bien possible. Et c'est en cela que l'homme, de mon point de vue, est véritablement un animal politique. Et c'est bien possible. Cette option n'est pas à écarter. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, c'est une question d'ambition politique, c'est une question de volonté. Et de mettre le Bénin sur orbite, au-delà, donc à partir de ce moment, les clivages politiques, les petits intérêts peuvent être rangés de côté. Et ça, c'est le fort du président Patrice Talon. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand le ré-chef analysait en disant que plus tard va... Non, c'est un monsieur qui s'entend très bien lorsqu'il parle. Et il a bien en tête tout le processus qui doit être mis en branle pour le faire. Vous savez, c'est un monsieur que on ne trouve pas véritablement sur... enfin, là où on l'attend. Il va pas commettre cette erreur-là. Je le pense, j'ai cette ferme conviction que ça va respecter le couloir qu'il faut normalement à travers donc l'animation des partis politiques, à travers leurs propositions et autres. Certes, vous l'avez bien dit, il y aura de chuchotements, d'orientation, mais il ne fera pas cette erreur-là. Et plus tard, ça va pas être à la veille des élections, soyez rassurés. Je ne suis pas dans le standing politique, mais connaissant le fonctionnement de l'homme, de la façon dont il évolue dans ses volontés, dans ses choix, je pense que dans ses propositions de choix également, je pense les Béninois ne seront pas surpris par celui qui sera proposé, donc par les partis politiques de la mouvance pour la succession et autres. Très bien. Pour quelques secondes. Oui, je voudrais ajouter un élément, une petite analyse pour dire que même cette théorie de succession ou de dauphinat qu'on est en train de développer, je trouve que ça ne garantit pas le maintien des acquis. Parce que
il y a le choix qui peut être fait par le parti politique, il y a le pouvoir d'État lui-même et il y a la personnalité de l'homme politique qui, une fois qu'il accède au pouvoir, peut ne plus s'inscrire dans une logique de principe de redevabilité. Et donc, il peut y avoir une sorte de rupture. Donc, ça ne garantit pas forcément. Et justement, dans l'interview, tout a été abordé. Hein? Ces aspects aussi ont été abordés. Il sera très regardant, même s'il sera inactif politiquement. Après donc son mandat, son régime, il a bien signifié. En tout cas, on aura le temps de revenir justement plus amplement sur cette sortie. Les Anglais disent wait and see. Tout à fait. Voilà. On verra bien. On va aborder quand même un sujet qui n'est pas très loin, qui a été abordé également par Patrice Talon dans son interview. Vous savez que il y a quelques jours, le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition a convié les acteurs de la société civile et les syndicats à un atelier de réflexion sur le code électoral. Vous savez que le vœu du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, c'est de procéder à la relecture, que les parlementaires procèdent donc à la relecture du code électoral. L'opposition n'en démord pas. Le chef de l'État, quand vous suivez quand même cette interview, quand vous suivez également son entretien avec les membres du comité de pilotage, Patrice Talon ne voudrait pas une relecture du code électoral tant que on n'a pas testé le code, Stéphane Akimu-François. Oui, évidemment, le chef de l'État ne l'a jamais caché. Il a toujours avoué qu'il ne céderait pas. Il ne céderait pas. Et on ne peut pas lui en vouloir. Quand on sait déjà qu'il a déjà fait une concession avec l'opposition par rapport à l'audit du fichier électoral. Donc, pour le moment, c'est lui qui répond de son mandat, c'est lui qui répond de tout ce qui se fait sous son régime. Donc, il a ses orientations et on ne peut pas lui en vouloir. Mais la grosse interrogation, c'est de savoir pourquoi il ne veut pas céder. Pourquoi il ne veut pas céder? Ça, c'est une interrogation. Et la deuxième interrogation... Il a expliqué. Oui, il a expliqué. Il a expliqué. Ça, c'est son regard. C'est son regard. Mais en face, n'est-ce pas, donc, d'une opposition qui insiste, pourquoi, quelque part, il ne veut pas lâcher prise? Pourquoi, quelque part, il ne veut pas lâcher prise? Le code électoral s'impose à tous les camps. S'impose à tous les camps, aussi bien la mouvance que oui. Mais lorsque, du point de vue de la majorité, voyez-vous, il y a des observations. Il y a des observations qui sont faites. Parce que si le chef de l'État dit... Quand vous parlez de majorité, vous parlez de qui? Je parle, en fait, de la majorité, de l'ensemble de la classe politique. En fait, l'opposition... certains observateurs comme la conférence épiscopale, comme certains acteurs de la société civile, qui estiment que quand on lit le code, il y a La société civile est censure, l'opposition ne constitue pas la majorité. Oui, déjà, mais non, bon, en tout cas, une certaine majorité. Si vous savez que le code électoral, d'abord, c'est les partis politiques. Oui, c'est les partis politiques, mais voilà que il y a un camp au niveau des partis politiques qui estime que le code électoral doit être revu. Parce que en vrai, c'est que si on appliquait le code et que en cours de chemin, on se retrouvait dans une sorte d'impasse, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être fait? On pourrait corriger. Le chef de l'État dit c'est perfectible. Oui, tout est perfectible. Mais est-ce que c'est après qu'on va corriger ou faudrait-il corriger cela avant? De toutes les façons, oui, ce sont les politiciens qui savent pourquoi il y a tiraillement par rapport à ce code électoral. Ce que le peuple veut, c'est que ce tiraillement ne débouche pas sur des conflits qui pourraient porter préjudiciable à la paix et à la stabilité, n'est-ce pas, donc, dans notre pays. C'est pour cela que, en menant la réflexion, je dis, est-ce qu'en amont, il ne faudrait pas ce consensus-là autour du code avant d'aller? Maintenant, si le chef de l'État maintient sa position de ne pas réviser le code avant d'aller aux élections, on va aviser, on va observer, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui a les options. C'est lui qui a les options. Et l'opposition
n'a donc pas d'autre choix que de se rallier. Parce que si l'opposition décide de ne pas aller aux élections, c'est l'opposition qui perdrait. Donc, l'opposition, d'une manière ou d'autre, le code leur a permis d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il faut y aller et on verra bien ce qui adviendrait. Mais l'idéal aurait été quand même que, avant les élections, il y ait quand même un minimum de consensus autour du code électoral. Très bien. Du reste, chef, vous avez posé des diagnostics auxquels vous avez répondu. N'amalgamons pas autour de la chose et ne suscitons pas de... Quand je dis nous, c'est qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Vous savez, l'opposition a demandé une première option à laquelle le chef de l'État a cédé. C'est en cours. Mais dans le même temps, sans essayer véritablement l'outil, vous remettez sur la table une autre option. Je trouve de mon point de vue que c'est trop demandé. Et au-delà de ce fait-là, de mon point de vue, ce qui blesse le chef de l'État dans son orgueil, c'est le manque de confiance. Et quand vous entendez très bien les interprétations, et même à travers cette interview, quand vous voyez l'homme, à travers derrière cette interview, vous voyez que c'est quelqu'un qui se sent blessé dans son orgueil personnel. Ils ne me font pas confiance. Ils ne me font pas confiance. Il n'a pas dit, c'est une interprétation, c'est une analyse personnelle que je fais de la chose. Et donc, quand il dit qu'il ne dément pas, au moins essayons l'outil avant de trouver que c'est un outil qui ne marche pas, c'est un outil qu'il faut perfectionner. J'aime bien la chute de vos propos. Si jamais, si d'aventure, l'opposition fait le jeu de, je peux me tromper, 2019, me semble-t-il, en n'allant pas aux élections, ça va être ça va être tant pis pour elle. Ça va être tant pis pour elle et elle aurait dressé le tapis pour la mouvance, pour rafler tous les sièges et pour rafler les diverses instances. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Au-delà donc de ces propos-là, je trouve que ce sont des personnes qui trouvent de boucs émissaires partout. Est-ce que justement, quand on vote, parce que le code électoral, il y a quand même un an au moins, oui. Quand on n'en arrive pas à avoir peut-être justement la réaction qu'on voudrait, la réaction favorable du camp d'en face, est-ce qu'il ne faut pas justement se raviser et puis prendre les responsabilités pour pouvoir affronter les enjeux électoraux à venir, Stéphane? Oui, je trouve que... évidemment, si celui qui a les options décide de ne pas céder, la réaction raisonnable aurait été que l'opposition décide de suivre le processus tel que cela se doit. Quitte à ce que, à la fin, s'il y avait problème, l'opposition monte au créneau pour dire, en son temps, on l'avait dit, voilà le résultat. D'une manière ou d'une autre, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que... Quelle est la portée d'inviter les syndicalistes et les acteurs de la société civile à un atelier de réflexion sur le code électoral pour exposer les inquiétudes? Évidemment, les acteurs de la société civile sont également des observateurs. Et donc, ils peuvent reverser leurs observations. Ils peuvent analyser et faire des suggestions. Mais je trouve que, au-delà de ça, l'opposition devrait peut-être mener des démarches à l'endroit du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui a la clé. Et les récriminations que l'opposition a contre le code électoral sont connues. Donc, quand on organise ces genres d'ateliers, ça peut offusquer, comme le disait Amel tout à l'heure. Ça peut offusquer, ça peut porter à des interprétations qui ne seront pas de nature à améliorer les choses. Donc, du coup, l'opposition peut aller dans des négociations
avec le chef de l'État pour qu'il revisite ou revoie sa position. Puisque d'une manière ou d'une autre, si le chef de l'État avait déjà cédé, il peut toujours céder si les négociations continuaient. Mais lorsqu'on veut faire croire que, bon, ce qu'il fait est mauvais, s'il n'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui veut déstabiliser la démocratie, et que ce n'est pas son ambition, ce n'est pas sa volonté, vous voyez, ça offusque, ça dérange, ça gêne. Et donc, au lieu de s'adonner à cette communication politique qui n'arrange pas les choses entre les deux camps, il faut aller négocier directement. Maintenant, si le chef de l'État dit allons, allons, parce qu'il ne peut pas y avoir deux chefs dans un même bateau. Pour le moment, c'est lui qui est le chef. S'il dit allons, allons, quitte à ce que, à la fin du processus, s'il y a des choses à décrier, que l'opposition vienne décrier. Mais en attendant, allons-y dans l'intérêt de la stabilité. Très bien. Oui. La société civile et autres pour dire nous vous prenons à témoin. Nous avons essayé, il n'a pas voulu céder. Donc nous vous prenons à témoin en son temps. Vous serez des témoins de ce que nous l'avons évoqué et il n'a pas cédé. La deuxième chose, c'est comme ça que vous l'interprétez. c'est comme ça que je l'interprète. Il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas deux options interprétables par rapport à ce comportement. Non, il n'y a pas deux options. L'autre chose, vous l'avez dit si bien, seulement que c'est le verbe négocier qui me dérange. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent que, bon, il y en a qui proposent la négociation. Non, c'est des échanges. Parce que vous l'avez dit, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Les Béninois, nous allons nous rappeler pendant longtemps cet épisode-là que nous avons connu, alors que je ne voudrais pas ressasser le passé ni remuer le couteau dans la plaie, alors qu'il devrait aller chercher Candide Azanaï chez lui. Regardez la journée que nous avons passée au Bénin. Je sais quel est le parcours, quel est le temps que j'ai fait pour me rendre de Calavi à Cotonou et le soir pour rentrer chez moi. Donc on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ce n'est pas ça que nous souhaitons pour notre pays, le Bénin, mais c'est que les acteurs politiques se comprennent et qu'ils arrivent à parler le même langage, sinon à se dire, bon, je te comprends, mais aller au dialogue. Celui qui est en face d'eux n'est quand même pas, de mon point de vue, quelqu'un qui est intransigeant sur tous les bords, carré sur les bords. Non, on l'a rappelé tout à l'heure, s'ils ont obtenu un, à défaut d'obtenir encore un, je pense qu'avec ce monsieur, ils peuvent obtenir demi si le langage est clair, s'il n'y a pas de quiproquo à travers les comportements, à travers les actes et à travers la communication politique. J'ai dit les comportements, les actes et à travers les communications politiques. Lorsque vous avez en face de vous un fin connaisseur de la chose, je pense que l'essentiel réside dans les échanges, dans le dialogue pour le bonheur de tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, chers confrères. On va maintenant aborder justement ce procès très attendu, puisque depuis 15 ans, on en parle, on attend les conclusions, on attend le verdict, ça ne vient pas. La session criminelle a été programmée par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, et donc la session criminelle a démarré, et cela est consacré bien évidemment au procès dans l'affaire d'Anivon, du nom de ce cadre du ministère de l'économie et des finances disparu, donc en août 2010. Des révélations, on en a entendu, et donc il y a eu également des contradictions. À quand le bout du tunnel? Véritablement, Stéphane, vous vous êtes posé cette question avec toutes les révélations, tout ce que vous avez entendu depuis la reprise de ce procès. Oui, à quand le bout du tunnel? Je ne suis pas le seul à me poser la question. Je pense même que ceux qui sont en situation, ces compatriotes, ces Béninois qui sont détenus dans cette affaire depuis des années, se posent cette question tous les jours, que Dieu fait. Et donc, la reprise de ce procès, c'est comme un ouf de soulagement, une sorte de nouvel espoir qui renaît pour ces compatriotes-là. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas vocation, nous n'avons pas tous les éléments pour trancher l'affaire se poursuit, mais vu toutes les déclarations, vu tous les aveux, tout ce qui a été dit jusque-là et qui se diront peut-être certainement, c'est une affaire complexe. On va espérer que la sagesse soit dans le camp, n'est-ce pas, donc de ces juges. En suivant ce procès, je me dis que ce qu'on appelle raison d'État, elle est profonde.
Seule la justice peut nous éclairer et ayant confiance en notre justice, sachant que notre justice fait son travail en toute impartialité, ces Béninois qui sont détenus dans cette affaire depuis près de 15 ans, voyez-vous, s'il advenait par exemple qu'au bout du rouleau, on disait on les déclarait innocents pour défaut de preuves, insuffisance de preuves, par exemple, les années qu'ils ont passées en prison, là, ça aurait servi à quoi? C'est pour cela que j'ai toujours mené une sorte de réflexion sur la question des détentions préventives, surtout dans des affaires aussi complexes de cette nature-là. Ensuite, les révélations qui sont faites, si le juge tranche allégué dans le sens de la justesse de ces faits-là, je trouve que c'est quand même assez problématique ce que nous vivons. C'est pourquoi je parlais de la raison d'État en tant que réalité profonde. Et seule la justice peut essayer de démêler. Et ceux qui ont théorisé la démocratie, je trouve qu'au fond, ils n'ont pas tort. Parce que les pouvoirs sont forts. Les pouvoirs sont forts. Et si on n'arrivait pas à vivre intensément ce principe de la séparation des pouvoirs dans un régime démocratique, vous voyez, c'est suffisamment grave. Est-ce que, justement, cette durée que nous évoquons, parce que il y a 15 ans, depuis 15 ans, ça dure, est-ce que ce n'est pas le caractère politique qui a été quand même attaché à cette affaire-là qui fait que ça dure? C'est surtout cela, Romain, oui, vous faites une belle une belle analyse, vous posez une bonne question. C'est le caractère politique qui entoure cette affaire. Le nom de l'ancien président, sans être évoqué véritablement, planons sur ce procès. Deuxièmement, c'est que quand vous suivez le déroulé le narratif de ce procès, il y a les lieux probablement dans lesquels le meurtre, enfin la disparition a eu lieu, qui posent problème. Donc, c'est les contours de ce procès-là, enfin de cette affaire, je voudrais dire de cette affaire, ce sont ces contours-là qui font que le procès est très complexe. Et vous avez posé la question de savoir quel va être le bout du tunnel. Quand j'observe de très près, je trouve que seul un esprit très affûté pourrait le dire. Parce que vous avez vu, avant que le procès ne reprenne, vous avez vu toutes les instructions qui ont été données pour aller chercher des éléments complémentaires afin de mieux comprendre la situation. Tout à fait, depuis 2018, parce qu'il y a déjà un procès en 2015, oui, 2016 et 2018. 2018. Et sans être un oiseau de mauvais augure, je dis que c'est fort probable. C'est bien fort probable qu'on renvoie encore ce procès par un calendrier grec, mais à plus tard. En tout cas, la prochaine audience est prévue pour le 19 mars prochain, puisque c'était, selon le communiqué du procureur, c'était du 11 au 14 mars, et puis une ordonnance a été prise pour pouvoir proroger un peu la durée du procès. Donc, on va devoir attendre encore. On va attendre parce que c'est en cours et donc on ne peut pas précipiter les choses. Exactement. Laissons les spécialistes se pencher sur ce procès et dès que ça va connaître son épilogue, nous allons pouvoir échanger véritablement à propos. En tout cas, nous connaissons déjà le verdict en ce qui concerne justement cette proposition déposée sur la table des députés. Le comité technique qui a été donc mis en place pour réfléchir un peu sur les royaumes, sur la chefferie traditionnelle. Vous savez que c'est inscrit désormais dans notre constitution, la chefferie traditionnelle, mais comment l'encadrer avec une législation claire? Et donc, ce 13 mars 2025, les élus de la 9e législature ont adopté et voté la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. 16 royaumes sont connus avec 90 chefferies. Comment vous voyez un peu les choses, Stéphane Akinou-François? Oui, il était temps, hein. Il était temps qu'on en arrive là parce que on était dans un désordre total. On était dans un désordre total. Il était temps qu'on en arrive là. Et c'est en cela que j'admire les différentes réformes menées par le chef de l'État, Patrice Talon, parce que c'est des réformes stratégiques qui ont pratiquement touché tous les secteurs, qui ont contribué à remettre les choses à l'endroit. Voyez-vous, à balayer la maison, à dépoussiérer un peu les choses. Et donc, voyez-vous, la pagaille
la pagaille qui s'observait dans ce milieu-là où un individu peut se lever un matin sans ancrage historique, sans ancrage sociologique, se lève pour dire, bon, lui, il est roi de telle localité. Et quand on voit, ça n'a aucun ancrage historique, aucun ancrage sociologique, ça perturbe. Et ça dérangeait même, ça créait même une sorte de désordre dans le pays. Et donc, je trouve que cette réforme, cette loi vient à point nommé pour mettre un terme à tout cela. Maintenant, vous savez, vu le désordre qui existait, vous voyez, avec l'arrivée de cette loi, est-ce que ça ne va pas encore créer d'autres remous? Parce que forcément, soyez clairs, soyons sûrs qu'il y aura des recours. Il y a des gens qui vont se lever pour dire qui vont contester, qui peuvent même demander une relecture. Qui peuvent même demander une relecture de cette loi-là. Ce n'est pas encore exclu. Maintenant, tout est stratifié, tout est organisé. Maintenant, il faut y mettre le contenu nécessaire, de manière à ce qu'on puisse savoir de quoi il est question. Maintenant, si l'État la réforme organise ça, quel va être maintenant l'accompagnement de l'État? Les rapports entre l'État et ces différentes structures-là. Parce que trop souvent, ce n'est pas bien perçu. Ce n'est perçu que quand certains rois déclarés ou rois reconnus développent certaines accointances avec des chefs d'État ou avec des acteurs politiques, qu'on voit des ramifications ou on voit des choses. Il faut que désormais là, le rapport de ces royaumes-là aux autorités centrales soit clairement défini pour qu'on puisse savoir, en tout cas, le pont qu'il y a. Parce que j'estime que si l'État organise, il faut qu'il y ait également des sortes de subventions. Parce qu'il y a des royaumes, des royautés, c'est pas, qui sont dans des conditions assez scrabuleuses. Voyez-vous, il faut également que l'État pense à organiser la chose dans ce sens-là. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est une réforme qui est à saluer. Et on attend la suite qui va être donnée à ça. En tout cas, il est d'ailleurs prévu que même que ces rois, par exemple, s'occupent de l'aspect socio-économique, s'occupent de certains... En tout cas, la loi prévoit un peu tout ce qu'il faut, le champ nécessaire consacré donc à ces rois et à ces chefferies traditionnelles. C'est ce qui est très appréciable dans cette nouvelle disposition qui réorganise la chefferie, les royautés et autres chez nous, parce que tel que ça fonctionnait, ce n'était pas du tout appréciable, ça ne donnait pas une bonne image pour la chose, l'endogénéité chez nous. Et donc, ce sont de gens qui sont, pour la plupart, qui se réjouissent de ce que aujourd'hui ça va être organisé, ça va être mieux organisé. La préoccupation telle que vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est comment est-ce que ça va être véritablement dans les faits. Parce que, qu'ils vous souviennent, il y a des royaumes qui étaient très aisés, très bien organisés. Par contre, à côté, ce n'était pas du tout le cas. Et c'était des rois qui étaient privilégiés. Mais je pense qu'en amont, il y a un travail qui se faisait, déjà pour baliser le terrain. Nous n'avions jamais fait attention pour autant. Vous savez, il y a ces rois-là qui, autrefois, quand vous voyez leur cortège, vous dites, qu'est-ce qui leur permet de se comporter comme cela ? Parce que leur véhicule, leur cortège, les plaques n'étaient pas les immatricules très visibles. Voilà. Donc, c'est en amont à ce à quoi nous assistons aujourd'hui à travers donc, la formalisation. C'est tout un travail qui était déjà organisé. La plaque d'abord, et après vous pouvez mettre la plaque de votre royaume, etc., etc. Par contre, il y a des rois qui ne pouvaient pas se donner ce luxe-là autrefois. Désormais, tout le monde va être mis au même piédestal, et c'est ce que moi j'apprécie le plus dans ce travail qui a été... Quand vous voyez, par exemple, parmi les 16 royaumes, oui. On ne parle plus de royaume de... Vous entendez royaume de Hobonu, vous entendez royaume de Dahomey, oui. Quand on parle d'Abomey, par exemple, oui. Vous entendez royaume, donc, Idacha, oui. Igbo Idacha, et un certain nombre de choses. Donc, on voit un peu les critères pour la désignation de ces royaumes. Vous l'évoquiez, Stéphane,
il y avait donc les aires culturelles, la sociologie, parce que les députés, les élus de la 9e législature ont tenu compte également de l'existence des royaumes en 1894 pour le Sud et en 1897 pour le Nord. Oui, évidemment, les députés ont dû tenir compte de tous ces éléments-là. C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais que forcément, après ce travail qui a été fait par les députés, forcément, il doit y avoir... Bien évidemment, le rapport du comité technique. Voilà, forcément, il doit y avoir des récriminations. Parce que tout ce qui se faisait autour là, ce n'était pas vraiment organisé. Mais par rapport à cette loi-là, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui existaient et qui forcément vont disparaître? Ou soit vont faire allégeance. Ou désormais feront allégeance à ceux-là où vont se retrouver au niveau des chefferies. Et maintenant, quelle est la place? Parce qu'il y a ceux qui se font appeler aussi les dignitaires. Quelle est la place que la loi donne, puisque je n'ai pas encore vraiment... Il y a une hiérarchisation. C'est vrai que parmi les 90 chefferies, il y a des chefferies supérieures, il y a des chefferies coutumières. Voilà, donc il va falloir, lorsque cette loi sera promulguée, visiblement par le chef de l'État, il va falloir maintenant que ces dignitaires-là soient sensibilisés. Il faut une vulgarisation. Il faut une vulgarisation parce que la pilule est amère. Parce que n'oublions pas, c'est forcément fonds de commerce pour beaucoup. Il va falloir les sensibiliser pour qu'ils s'accommodent avec cette nouvelle donne. Cette nouvelle donne-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Quelque chose changera obligatoirement et ça va être pour le bonheur de ces acteurs-là et ça va être tant mieux pour l'endogénéité chez nous, parce que le bordel, excusez-moi le thème, le désordre a assez longtemps duré. Il va falloir accepter cette réalité-là. Et comme vous l'avez dit, il y a un travail de fond qui a été réalisé, forcément, pas sans ces acteurs-là, en tout cas, leurs premiers responsables. Donc, eux-mêmes s'attendaient déjà à ce que cela advienne. Et pendant longtemps, le chef de l'État l'a rappelé à travers les discours, les célébrations de Vodun Days et autres. Donc, c'est des acteurs qui savaient que d'un jour à l'autre, ça viendrait. Et donc, c'est venu maintenant à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale, à travers des travaux qui ont été réalisés sur le terrain en tenant compte de la sociologie, de l'anthropologie de telle localité, de telle région ou telle autre. Et donc, c'est la vulgarisation qui leur permettra maintenant de comprendre tout ça à travers donc les couvents et autres. Et ils seront informés. Et je pense que la pilule, votre inquiétude, soyez rassurés, la pilule va passer parce que il y a une certaine organisation au sein donc de tous ces de ces chefferies autrefois, de ces royaumes, etc., etc. Très bien. Et donc, chers confrères, on peut partager cet optimisme alors, tout en espérant qu'il y aura peut-être une vulgarisation du test pour une meilleure appropriation. Oui, forcément, on va rester optimiste. On a d'ailleurs même pas le choix. On a longtemps espéré la chose. Moi, je viens d'une région où, voyez-vous, il y a beaucoup non, pas de roi. Chez nous, c'est clair. Chez moi, c'est clair. À Saint-Valou, c'est clair. Il y a un roi. Maintenant aussi, il y a également une question qui est celle relative, n'est-ce pas, donc, à la succession. Parce que la succession aussi pose problème. La succession au niveau de ces royautés, au niveau de ces royaumes-là, ça pose problème. Par exemple, chez moi, à Saint-Valou, par exemple, il y a eu une période où il y a eu quand même un certain nombre de conflits avant que cette succession. Donc, je trouve que c'est pourquoi je trouve qu'on doit quand même s'approprier. Il faut une clarification. Cette succession-là, comment ça va se faire? Parce que parfois, au nom de la succession, il y a le trône reste vide, vacant pendant des années. Donc, il faut que la loi organise également tout ça. En cas de vacance de pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Sociologiquement ou bien historiquement, comment ça se fait? Qu'est-ce qui est à la base, n'est-ce pas, donc, de ces conflits-là? Il faut que la loi règle ça. Sinon, on peut organiser, mais le problème peut perdurer. Dans la mise en application. Non, je pense que ça va être... Ils doivent tenir compte de ces contours-là. Nous ne sommes pas dans les secrets. Il y a tout de même des royaumes qui n'ont pas ces problèmes. Qui ont toujours, quand vous prenez par exemple
Niki. Niki, c'est clair, voilà. On ne discute pas avec l'empereur. Il y a une allégeance. Il y a une allégeance et tous viennent chaque année pour faire cette Gani. allégeance-là à la Gani. Après, c'est l'organisation de la Gani, de la Nyankogi et puis les autres, etc., etc. Donc, chez eux, c'est très bien organisé. Le problème ne devrait pas se poser. Et je pense que c'est un cas d'école. Et c'est sûr que les comités qui ont travaillé ou les commissions qui ont travaillé se sont basés sur cette affaire-là. Et donc, il faut prendre l'exemple de Niki. On parle tous de la même chose, hein, parce que même quand les autres rois, il est dit que quand ils viennent là-bas, ils font allégeance à l'empereur, et puis bon, voilà, et ça passe, quoi. Donc, il faut qu'on tienne compte de tout ça pour faire évoluer la société, savoir que les reliques du passé constituent toujours des obstacles pour le présent, et donc il faut enlever tout ce qui est enlevable et tenir compte de tout ce qui peut faire avancer la société. Vous l'avez dit, et ça ne manque pas dans de nombreux royaumes, hein. Effectivement, c'est ce à quoi les gens vont travailler maintenant. La succession, c'est très important. On aura sans nul doute d'autres occasions de parler. Pour pouvoir parler, bien évidemment. Oui. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Abel Dako, je rappelle que vous êtes correspondant de FM Liberté. Merci à vous, Stéphane Akinou Khossou. Vous êtes le rédacteur en chef de l'autre vision. Merci pour votre disponibilité toujours renouvelée. Mesdames et messieurs, merci également de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes. Pour le compte de ce numéro, vous restez toujours connectés à nos différents canaux digitaux. Il s'agit de notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Vous avez notre site internet www.etélébenin.com, sans oublier notre page Facebook et notre compte Insta. À bientôt sur nos antennes. Merci et à très vite.